Dans deux autres livres vous avez expliqué pourquoi l'échec d'Oslo. Dans le premier vous avez expliqué pourquoi l'échec des accords de paix d'Oslo et de la solution des deux États. Le livre est intitulé L'histoire de la Palestine moderne, une terre de peuples. Et dans l'autre livre dont le titre est La plus grande prison du monde, vous avez parlé de l'annexion et de l'occupation de Gaza et la Cisjordanie. À votre avis, comment les choses ont évolué de l'espoir d'un pays pour deux peuples à la plus grande prison à ciel ouvert sur terre? Est-ce que cet échec est dû à l'impossibilité intrinsèque d'une telle solution d'un pays pour deux peuples, ou est-ce que c'est dû à l'idéologie des opposants à une telle solution que l'on peut largement désigner par les sionistes? En effet, ce que j'ai essayé de montrer dans le premier livre que vous avez mentionné, c'est que jusqu'en 1948 pas seulement en Palestine, d'ailleurs aussi dans le Mashraq dans son ensemble et probablement aussi au Maghreb, je veux dire toute la région de l'Afrique du Nord, mais certainement dans la partie est du monde arabe dans le Mashraq, les Juifs vivaient comme une communauté reconnue et ils coexistaient dans le véritable sens de coexistence avec les musulmans et les chrétiens et cela est très important de se le rappeler. En effet, avant 1948 il y avait une terre et il y avait plus de deux peuples. En fait il y avait au moins les deux grands groupes, les Juifs et les musulmans avec les chrétiens qui étaient un groupe plus petit, mais on avait le sentiment que c'était possible de vivre dans le même village. Certainement dans la même ville, on faisait des affaires ensemble, etc. Il y avait une tradition, et qui n'était pas vrai dans le cas de la relation entre juifs et non-juifs en Europe jusqu'à 1945 où l'antisémitisme était très présent. Une tradition qui aurait pu créer une autre sorte de Palestine, le problème était le sionisme et son idéologie, je rappelle toujours aux gens une correspondance entre deux philosophes. Bon, l'un d'eux est bien plus qu'un simple philosophe et c'est Mahatma Gandhi de l'Inde qui correspondait avec Martin Buber qui était un grand philosophe juif, qui au moins au début supportait le sionisme. Buber a tenté de persuader Gandhi de soutenir le sionisme et Gandhi lui a écrit « Écoute, je ne pense pas que les Palestiniens s'en soucient que les Juifs viennent vivre en Palestine, ce qu'ils n'aiment pas c'est l'idée qu'ils veulent les déplacer et les remplacer, alors il a dit que je ne peux pas. » Gandhi a dit « Je ne peux pas soutenir une telle idée de déplacement et de remplacement et que cela est arrivé à cause de la nature du sionisme, qui finalement expliquera pourquoi on est arrivé à la situation de la plus grande prison sur Terre, que je veux développer un peu plus. » Nous devons d'abord commencer avec la façon dont je pense que la plupart des érudits aujourd'hui définiraient le sionisme, qui est un mouvement colonial de peuplement. En Algérie les gens comprennent très bien ce que signifie le colonialisme de peuplement. Ce n'est pas seulement une colonie ordinaire où vous avez quelques gens de l'Empire comme en Inde, essayant de gérer une colonie, puis un jour partir. En effet, comme en Algérie les sionistes sont venus en grand nombre pour coloniser, ils se sont installés et ont proclamé que cela faisait partie de la France. Les sionistes ont prétendu que désormais cela fait partie du nouvel État juif. Maintenant, nous savons que le problème le plus important pour tout mouvement colonial de peuplement, c'est la présence des autochtones, et dans de nombreux cas comme en Amérique du Nord et en Australie. Le seul moyen de se débarrasser des autochtones c'était par génocide ou ce que certains chercheurs appelleraient l'élimination des autochtones. En Palestine, cette idéologie faisait largement partie de l'idéologie sioniste, à savoir celle d'un mouvement de juifs qui fuyaient d'Europe, où ils étaient des réfugiés. C'est la différence entre eux et les colons français d'Algérie, ils étaient des réfugiés et n'étaient pas les bienvenus en Europe, alors ils sont venus en Palestine et ont décidé que ce serait leur nouvelle Europe, la nouvelle patrie pour eux. Malheureusement, quelqu'un d'autre vivait déjà là. Cependant ils n'ont pas hésité malgré le fait qu'ils soient des réfugiés à continuer dans ce projet de déplacement et de remplacement à savoir l'élimination des autochtones. En fait apprivoisés par la force les Palestiniens de Palestine étaient une partie essentielle de l'idéologie sioniste dès le début. Cela ils n'avaient pas la capacité de le faire avant 1948 quand la domination britannique sur la Palestine a pris fin. C'était le moment historique où le mouvement sioniste pouvait enfin traduire les idées de nettoyage ethnique en une opération de nettoyage ethnique. En effet nous savons qu'en 9 mois en 1948, le mouvement sioniste expulsa la moitié du peuple palestinien, a détruit la moitié des villages palestiniens et la plupart des villes palestiniennes et ont repris quelque chose comme 78% de la Palestine historique. Mais la plupart des décideurs politiques israéliens après 1948 pensaient que les 78% de la Palestine n'étaient pas suffisants pour avoir une stratégie viable pour un État. Aussi pour des raisons religieuses et nationales ils croyaient que la Cisjordanie devrait être partie d'Israël du fait qu'il y avait dans les vieux textes bibliques des villes comme Hébron et Bethléem qu'ils considèrent être le cœur de la nation juive. Donc ils devaient être sous Israël. Alors ils ont utilisé la situation très particulière qui s'est développée dans la guerre de juin 1967 pour occuper les 22% de la Palestine qu'ils n'occupaient pas en 1948 à savoir la Cisjordanie et la bande de Gaza. Et ce que je montre dans le livre « La plus grande prison du monde » est qu'ils ont eu une discussion sérieuse, et j'ai des documents sur le sujet, ils avaient eu de sérieuses discussions disant pourquoi on ne fait pas aujourd'hui ce qu'on a fait en 48. En 48 on s'est débarrassé de presque 1 million de Palestiniens, c'est très bien si nous prenons la Cisjordanie et la bande de Gaza, mais que ferons-nous avec tous ces Palestiniens qui après les avoir expulsés nous les reprenons maintenant en millions?
Donc à un moment donné ils ont pensé qu'ils pourraient peut-être faire un autre nettoyage ethnique mais ils ont décidé que la situation en 67 n'était pas comme en 48, donc au lieu d'une expulsion massive ils ont créé ce que j'appelle la plus grande prison du monde. Non seulement à Gaza mais aussi en Cisjordanie. L'idée c'était que si on ne pouvait pas expulser des millions de personnes et qu'on ne veut pas qu'ils soient des citoyens, si je ne peux pas les expulser, je peux au moins les emprisonner, les enclaver et je ne leur donnerai pas de droits civiques. Ils ne pourront pas voter, et ne seront pas partie prenante dans la décision concernant l'avenir, et je peux les contrôler de l'extérieur. Je parle dans le livre de 2 modèles que Israël a développés, le premier le modèle de la prison ouverte. Si vous les Palestiniens êtes heureux d'être sans droits civiques, sans les droits de l'homme, si vous êtes prêts à être à la merci des militaires israéliens, nous vous autoriserons à travailler en Israël, nous vous laisserons une certaine autonomie et nous vous permettrons de rester dans ces conditions. Et nous l'appellerons même un jour une solution de paix, la solution des 2 États. Mais ça sera nous qui contrôlons aussi longtemps que vous vous comportez convenablement. Maintenant si vous ne l'acceptez pas et les Palestiniens ont fait à plusieurs reprises, comme vous le savez, des soulèvements, les intifadas en 1987 en 2000 et même avant il y avait des intifadas plus petites, si vous nous résistez nous vous imposerons le modèle de la sécurité maximale d'une prison. Concrètement ce sera les punitions collectives, les destructions des maisons, expulsion des personnes, les arrestations massives sans procès, les expropriations de terres, nous augmenterons les colonies juives, nous trouverons les moyens de vous punir si vous n'acceptez pas notre idée d'une prison ouverte. Ce qui est si unique à Gaza en 2 étapes en 2007 et aujourd'hui, ce qui est si unique, et que j'écris juste au moment où nous parlons, j'ai écrit un nouveau complément à ce livre que j'espère sortira bientôt, où je décris ce qui se passe aujourd'hui à Gaza est un autre modèle, un modèle auquel je n'y ai pas pensé, et qui pouvait arriver. Parce que jusqu'à aujourd'hui le modèle appliqué à Gaza était le pire en son genre de modèle de prison à sécurité maximale. Ce que je veux dire est que si les Palestiniens de Gaza élisent un gouvernement qu'Israël n'aime pas, et effectivement, ils ont élu démocratiquement le Hamas. Donc s'ils élisaient un gouvernement qu'Israël n'aime pas, ils ne subiront pas seulement la sorte de punition collective infligée à la Cisjordanie, les Palestiniens de Gaza subiront pire. Ils seront tout simplement assiégés, je pense que la plupart d'entre nous savent ce que signifie un siège. Vous savez quand tu ne peux pas entrer ou sortir, que c'est Israël qui détermine ce que tu manges, que c'est Israël qui détermine combien de médicaments tu reçois, je n'ai pas besoin de le dire, l'électricité, l'eau, tout est entre les mains d'Israël et il le contrôle de l'extérieur. C'est une prison bien pire que la prison ordinaire. Et si cette horrible prison se rebelle comme le Hamas l'a fait, alors comme nous le savons en 4 occasions Israël a attaqué entre 2007 et 2023, Israël a attaqué à 4 reprises tout Gaza, par air, de la terre, de la mer, avec l'aviation et avec des armes des plus mortelles causant des milliers de morts. Pensons aussi à ce que ça fait psychologiquement de vivre 17 ans avec de tels bombardements, et de telles attaques. Maintenant même ça n'a pas marché, parce qu'on a eu l'opération Toufan al-Aqsa. En effet, tout à coup, les gens dans la prison, les détenus, en ont eu assez, ils ne voulaient plus de ça, donc ils ont fait cette opération du 7 octobre. Et comment Israël réagit, ce n'était rien de ce que nous avons déjà vu par le passé. C'est une vraie fusion de nettoyage ethnique qu'Israël a toujours fait, et de génocide. C'est un terrible mélange qu'Israël utilise aujourd'hui pour punir les Palestiniens emprisonnés à Gaza pour le fait qu'ils ne soient plus d'accord de vivre dans cette prison. Je pense donc à cet égard effectivement les 2 livres sont très pertinents. Merci Ilan, j'aimerais juste revenir sur quelques points que vous avez mentionnés maintenant, pour y rajouter quelques commentaires. L'un concerne Gandhi et son soutien à la Palestine, c'est vraiment dommage que le gouvernement actuel du Premier ministre Modi, qui contrairement à Gandhi, apporte son plein soutien à Israël, c'est malheureux et triste, mais espérons que ce n'est pas le cas de l'Inde en tant que pays, nous espérons qu'avec le prochain gouvernement, les choses changeront. Et le deuxième point qui est vraiment important et que comme nous les Algériens répétons toujours, c'est quand tu parlais de la colonisation de l'Algérie qui a duré 132 ans, nous disons toujours que l'espoir d'une Palestine libre sera toujours vivant du fait qu'ils sont colonisés depuis 75 ans, ce qui est très loin des 132 ans de colonisation de l'Algérie. Et je termine par souligner le fait qu'alors que vous avez commencé à parler de génocide depuis plusieurs dizaines d'années, actuellement grâce aux réseaux sociaux et autres médias, pratiquement tout le monde parle de génocide, ce qui en soi mérite d'être souligné comme très positif pour la cause palestinienne.